Bonjour, chers auditeurs d'Africa 7, vous qui nous suivez sur la 90.7 Africa 7 Radio à Dakar et dans l'ensemble du territoire sénégalais. Vous qui nous suivez également, excusez-moi, sur la 93.7 à Linguère, à Dara, dans le département de Linguère. Bienvenue dans votre émission cette semaine, vous qui nous suivez également dans la diaspora à travers Diaspora 24 et sur le canal 7 de la TNT. Cette semaine reçoit aujourd'hui un monsieur que nous ne présentons pas au public, déjà connu, mais n'empêche, nous allons passer à la règle. Monsieur Maître Ousmane Seye est avocat à la Cour, inscrit au barreau du Sénégal depuis 1985. Nous y reviendrons. Bonjour Maître. Bonjour Aline. Témoin de l'histoire et surtout de l'histoire politique du Sénégal, vous avez vécu le passage de plusieurs pouvoirs. Avocat, je l'ai dit tout à l'heure, inscrit au barreau du Sénégal, si je me trompe, depuis 1985. Le 18 janvier. Depuis le 18 janvier 1985. Vous avez passé plus ou moins de l'état jeune à l'état actuel, tous les pouvoirs du Sénégal. Absolument, d'affaire que Senghor. J'étais encore au lycée. Et Abdou Diouf m'avait fait l'honneur de me nommer à l'ONEL, à l'Observatoire national des élections, en 1998. Et j'ai eu le privilège et l'honneur de superviser l'élection présidentielle de 2000 que M. Abdoulaye Wade avait remportée. Et j'ai ensuite contrôlé et supervisé les élections législatives et le référendum. Et après, j'ai été au Conseil de la République avec Mbaye Jacques Diop. C'est pourquoi j'avais quitté l'ONEL. Après avoir passé 8 ans, de 2000 à 2008, j'étais à l'ONEL. Je ne faisais pas de la politique. Et en même temps, quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, il m'a nommé avocat de l'État. Et je dois dire donc mes relations avec Abdoulaye Wade n'étaient pas des relations politiques. Parce que quand il m'a nommé avocat de l'État, je ne faisais pas la politique. De 2008 jusqu'à 2009, avocat de l'État. Et j'ai commencé à faire la politique, je crois, en 2009, lors des élections locales, où j'ai été deuxième sur la liste départementale de Grand Yoff. Mais nous avons été battus par Khalifa Sall. Et j'ai voulu arrêter. Mais Abdoulaye Wade m'avait dissuadé de continuer. Et j'ai créé mon mouvement. Moi, je n'ai jamais milité au PDS. Nous y reviendrons. Voilà, je n'ai jamais milité dans aucun parti politique. J'ai toujours créé mon mouvement politique et après, j'ai créé mon parti politique qui est le Front républicain après l'élection de Macky Sall en juillet 2012. Et en 2014, j'ai dirigé jusqu'à présent une coalition qui regroupe une vingtaine de partis politiques. Vous avez été au Parti démocratique sénégalais avec l'Alliance bleue. Oui, mais non, j'avais l'Alliance bleue qui était un mouvement citoyen. Mais moi j'étais toujours avec Abdoulaye Wade, mais je n'ai pas adhéré au PDS. Nous sommes en 2012 pour en parler. Vous avez quitté Abdoulaye Wade, pour ne pas dire vous avez quitté le Parti démocratique sénégalais, puisque vous n'étiez pas membre, vous n'étiez pas militant du Parti démocratique sénégalais. Abdoulaye Wade a perdu le pouvoir. Vous avez créé votre mouvement, du moins votre formation politique, le mouvement pour la République. C'est ça. Non, je vous cite. L'Alliance bleue. L'Alliance bleue. Oui. Je vous cite. Vous l'avez créé pour travailler à la restauration des valeurs, à la reconfiguration des institutions et à la lutte contre l'impunité et la corruption. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Toujours. Ça, vous avez bien fait de me citer. J'ai toujours considéré que la corruption est un fléau dans nos pays africains et particulièrement au Sénégal. J'ai toujours lutté contre l'impunité. Et mon parti politique continue à lutter contre la corruption et l'impunité. Et je crois que au Sénégal, on doit accorder plus d'attention à cet aspect. Parce que la corruption gangrène notre économie, pollue notre société. Et je ne crois pas... Aujourd'hui, il y a des instruments au Sénégal, depuis Abdoulaye Wade d'ailleurs, qui permettent de lutter efficacement contre la corruption et la concussion. Mais je ne crois pas
que la lutte soit très efficace. En installant l'OFNAC et d'autres institutions. Absolument, le président Macky Sall est venu installer l'OFNAC, réactiver la Cour de répression, des délits à caractère économique. Mais je ne suis pas tellement satisfait de la lutte contre la corruption et l'impunité au Sénégal. Vous n'êtes pas satisfait parce que vous remarqué des manquements ou des imperfections? Oui, je dois le dire, parce qu'il y a des corps de contrôle efficaces au Sénégal. Je peux parler de la Cour des comptes, de l'Inspection générale d'État, qui font leur travail et qui régulièrement donnent des rapports adressés au président de la République, à la justice. Mais rarement je n'ai pas vu une suite à ces rapports. Je ne dis pas que tous ceux qui sont épinglés par ces rapports, ce sont des coupables. Non, il ne faut pas le dire. Il y a peut-être plusieurs innocents, mais je crois que tous ces rapports doivent être communiqués à la justice qui doit faire son travail. Qui doit poursuivre? C'est la justice. Mais vous avez entendu ici la directrice de l'OFNAC qui a dit que j'ai transmis tant de rapports, je crois 17 rapports à M. le procureur de la République, et jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Je crois que ces rapports transmis au procureur de la République, le procureur de la République doit transmettre ces dossiers-là à la justice. Il appartient à la justice de dire telle personne épinglée a commis effectivement les faits qui lui sont reprochés, et telle personne épinglée n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Nous y reviendrons amplement sur ce volet de la justice. Nous avançons vers l'hivernage. 750 milliards étaient investis pour résoudre des inondations. La coalition pour l'émergence Taxawu Sénégal, vous vous rappelez certainement, oui, avait exigé la clarté sur le bilan du plan décennal de lutte contre les inondations. Oui, au même titre que le président de la République. Le président de la République aussi avait demandé quand même l'audit de ce plan décennal qui a été fait, je crois. Je crois qu'effectivement, il y a 750 milliards qui ont été dépensés, mais c'est une somme insuffisante pour régler le problème de l'inondation au Sénégal et particulièrement à Dakar. Et je crois que les sommes nécessaires seront mises à la disposition quand même de qui de droit pour effectivement lutter efficacement contre les inondations. Le président de la République, sur ce plan-là, je le félicite, je l'encourage, et il a effectivement demandé l'audit de ce plan décennal qui lui a été transmis. Maître Ousmane Sey, et pour ceux qui nous suivent sur la 90.7, l'invité de cette semaine, en tant que membre du comité de suivi du dialogue politique, partagez-vous les observations de l'opposition sur le fichier électoral actuellement? Pas du tout. Vous savez, j'ai été surpris quand même d'entendre certaines observations qui ont été faites par l'opposition, et qui sont des observations dénuées de tout fondement, qui sont des observations de mauvaise foi. De mauvaise foi, je dis très bien, parce que je considère que ceux qui ont avancé ces observations ont été au comité de suivi et savent bien ce qui s'est passé. Je vais vous rappeler, par exemple, la démarche du comité de suivi. Le comité de suivi est une sous-commission de la commission politique. Sa mission, c'est de superviser et de contrôler l'audit du fichier et l'audit du processus électoral. Je rappelle aussi que l'audit du fichier et du processus électoral ont été d'exigence de l'opposition. La majorité présidentielle a accepté. Quand nous avons accepté cet audit, l'opposition avait exigé le recrutement d'experts internationaux. Pas nationaux, mais internationaux. C'est une question d'équité, de neutralité, de faire appel à des experts. En tout cas, moi, j'ai confiance à nos experts nationaux. Et pourquoi faire appel à des étrangers? Il faut demander à l'opposition. L'opposition avait exigé qu'on recrute des experts internationaux. Nous avons dit oui. On a pris un cabinet ERA qui a procédé à un appel international et qui a recruté des experts internationaux. Donc tous les experts qui ont édité le fichier viennent de l'extérieur. Ce sont des Africains qui viennent de l'extérieur, mais ça pas simplement des Africains. Il y a eu une Belge d'ailleurs, une femme belge, qui dirige le comité des experts, et il y a
un Américain. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, quand ils sont venus, vous savez, c'est des experts internationaux. L'opposition était d'accord. C'est associé au recrutement. On l'a acté, consensus, parce que toutes les décisions prises par le comité de suivi, ce sont des décisions consensuelles. Il faut que toutes les parties acceptent la décision pour que cette décision soit applicable. Quand les experts sont venus, ils nous ont exposé leur méthodologie de travail. L'opposition était là et l'opposition a dit « Je suis d'accord avec votre méthodologie de travail ». Les experts nous ont dit « Voilà comment nous allons faire pour auditer le fichier. Vous l'avez demandé, nous allons faire un audit sur pièce et sur place. » Les experts, l'opposition a dit « Je suis parfaitement d'accord ». Ils ont commencé à auditer. Et chaque semaine, ils viennent en plénière, au niveau du comité de suivi, nous exposer les données qu'ils ont trouvées dans le fichier. Nous validons. Et l'opposition est là et valide. Jusqu'au dernier jour où ils nous ont exposé leur rapport, le projet de la synthèse de leur rapport final. Et l'opposition était là. L'opposition a posé des questions aux experts sur certaines questions et tout. Les experts ont répondu. Et on s'est quitté. Le lendemain, j'ai vu dans la presse l'opposition dire qu'ils remettent en cause le fichier. Il y a 750 électeurs qui risquent d'être laissés en rade, disent-ils. 750, comment? Ils ont dit il y a 400 700, je ne sais pas, nouvelles inscriptions. Il y a 579 000 nouvelles inscriptions. C'est faux. Il n'y a aucune nouvelle inscription dans le fichier. Les 400 000 dont ils parlent, ce ne sont pas des électeurs inscrits. C'est la production de cartes d'identité nationale. C'est des citoyens, après la clôture de la révision exceptionnelle et de la révision ordinaire, de ces cartes d'identité numérisées et les cartes d'électeurs, certains citoyens risquent de se retrouver. Vous savez qu'il y a le couplage pour les élections, c'est la carte d'électeur. Mais en dehors des élections, un citoyen qui va avoir sa carte d'identité nationale qui remplit ces conditions demande à avoir sa carte d'identité nationale. On lui délivre une carte d'identité nationale, mais sans données électorales. Donc, il n'est pas dans le électeur, il n'est pas dans le fichier. Ce sont les 400 et quelques mille dont l'opposition parle en disant que c'est de nouvelles inscriptions. Ce ne sont pas de nouvelles inscriptions, c'est de nouvelles cartes éditées pour des citoyens pour leur carte d'identité nationale. Mais si on fait la différence entre la carte d'identité, qui est un droit du citoyen, et même si le citoyen, le nouveau citoyen, entre guillemets, vient d'avoir sa carte d'identité et n'est pas encore dans le fichier, n'a pas encore obtenu sa carte d'électeur, c'est une révision pour lui faire valoir son droit d'électeur. Oui, il faut que ce citoyen attende la révision exceptionnelle des listes électorales ou bien la révision ordinaire des listes électorales pour s'inscrire comme électeur. Comme ça, on lui donne on met dans sa carte les données électorales. Mais pour le moment, ces personnes bénéficiaires de la carte d'identité nationale ne sont pas des électeurs, ne peuvent pas voter parce qu'il n'y a aucune donnée électorale sur leur carte. Ce sont des cartes d'identité nationale. Elles doivent, ces personnes, réinscrire sur la carte, sur le fichier électoral. C'est ça, au moment de la révision ordinaire ou exceptionnelle des listes électorales. Donc on ne peut pas les considérer comme de nouvelles inscriptions, comme des électeurs inscrits sur le fichier électoral. Est-ce que ce sont ces remarques, plus ou moins, qui sont à la cause de repousser les élections locales? Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le résultat de l'audit. Et les 579 électeurs, l'opposition dit que c'est de nouvelles inscriptions, c'est faux. C'est des duplicata de cartes d'électeurs. C'est-à-dire que ce sont des électeurs qui bénéficiaient déjà de leur carte d'électeur, mais qui ont perdu leur carte d'électeur. Ils ont demandé des duplicata. Donc, ils ont déjà été inscrits dans le fichier électoral. Et ça, l'opposition le sait. Ou bien des électeurs qui bénéficient de cartes d'électeurs dans lesquelles il y a des erreurs matérielles. Par exemple, la photo est à l'envers, ou bien il y a des erreurs sur le nom ou sur le prénom, etc. Ils peuvent demander un duplicata de leur carte d'électeur. Donc, il n'y a pas de nouvelles inscriptions. C'est la production, la réédition de nouvelles cartes d'électeurs pour différentes raisons. Voilà. Du fichier électoral, nous passons au code électoral. Les motivations de la Cour de justice de la CEDEAO relatives à la suppression du parrainage au Sénégal font encore polémique. Et bien sûr. Les professionnels du droit surtout. Bien sûr. Ça un abus du pouvoir de l'actuel régime ou de l'injonction de la part de la Cour institutionnelle? D'abord, vous savez qu'en droit, le juge interne, comme le juge communautaire,
personne n'a le droit de faire injonction à un État. On ne fait pas injonction à un État. Or, c'est ce que le juge communautaire a fait. Il a demandé à l'État du Sénégal de supprimer le parrainage dans un délai de 6 mois. Il n'a pas ce droit. On ne fait pas injonction à un État. Mais quand une cour fait des observations, elle doit en tirer des conclusions. Oui, vous savez, le Sénégal, c'est un État qui respecte les juges communautaires, qui respecte le droit communautaire, qui respecte le droit international. Et le Sénégal est un leader en matière de démarche pour la création. Je vous rappelle que le Sénégal a été le premier pays au monde à signer le traité relatif à la répression du génocide, etc. La Cour internationale de justice pour la répression de ces crimes odieux. Le Sénégal a été le premier. La Cour de justice de la CEDEAO, le Sénégal est un État, et l'État qui est le premier à faire des démarches en ce sens. Donc le Sénégal ne peut pas remettre en cause les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais il faut que ces décisions soient fondées. Il faut que ces décisions respectent les arrêts, les décisions même antérieures de la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a toujours dit, dans ses différentes décisions, qu'elle ne peut pas se substituer aux juridictions nationales, qu'elle n'est pas la Cour suprême des États membres de la CEDEAO, qu'elle n'est même pas la Cour d'appel des États membres de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a toujours dit qu'elle ne peut pas apprécier les lois internes des États membres. D'ailleurs, je dois préciser que la Cour dit que la loi n'a pas un caractère discriminatoire, mais elle viole les droits de participation aux élections. Vous relevez là une contradiction importante de la Cour. La Cour commence, vous savez ce qui s'est passé, c'est un requérant qui a saisi la Cour de justice de la CEDEAO quand on a voté la loi constitutionnelle et la loi sur l'ordinaire sur le parrainage, en disant que cette loi qu'on a votée, qui n'est pas encore appliquée, risque de limiter l'accès des partis politiques aux élections. Le requérant n'a même pas demandé la suppression du parrainage, parce qu'il sait, peut-être c'est un avocat, il sait qu'il ne peut pas le demander. Il n'a pas demandé à la Cour de supprimer la loi sur le parrainage. Il a demandé à la Cour de lever les obstacles pour l'accès des partis politiques aux différentes élections. N'est-ce pas? Parce que si cela s'applique aujourd'hui et que cela continue, s'il n'y aura pas de révision, un Khalifa Sall et un Karim Wade ne seront plus candidats au Sénégal. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le code électoral. Non, ça n'a rien à voir. Vous savez, les personnes que vous venez de citer ne jugent pas de leurs droits civils et politiques. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a demandé à la Cour. Alors, la Cour lui dit, et c'est le requérant qui dit que cette loi viole le statut des partis politiques, cette loi est discriminatoire. La Cour lui dit non, cette loi ne viole pas le statut des partis politiques, cette loi n'est pas discriminatoire. Et puis, d'une manière contradictoire, dit je demande la suppression du parrainage parce que le parrainage viole le droit des partis politiques à se soumettre aux élections. Donc c'est contradictoire. Le parrainage tel qu'il est appliqué au Sénégal n'est pas discriminatoire vis-à-vis Le parrainage tel qu'il est appliqué au Sénégal est un filtre démocratique. J'ai toujours dit que c'est une révolution démocratique pour rationaliser les candidatures aux différentes élections au Sénégal. Et je dois préciser que ce n'est pas la première fois. Le parrainage existe dans la Constitution sénégalaise depuis 1963. Puis le parrainage a été imposé à toutes les candidatures indépendantes. Cette loi sur le parrainage ne fait qu'étendre le parrainage aux partis politiques. C'est tout. Mais le parrainage a toujours existé. Les candidatures indépendantes, on a toujours exigé que les candidats indépendants se soumettent au parrainage. Et je dois dire que le juge communautaire ignore complètement la législation sénégalaise à la matière. Et vous savez, la Cour de justice de la CEDEAO a toujours dit que le juge communautaire ne peut pas appliquer les lois internes des États membres, mais particulièrement la loi électorale. Parce que la loi électorale, c'est le principe de l'autonomie constitutionnelle et politique d'un État. C'est comment un État, quand même, organise la dévolution du pouvoir. Il n'appartient pas à un juge de dire à un État comment il doit organiser la dévolution du pouvoir dans son propre pays souverain. Le citoyen lambda qui n'est pas expert en droit veut aussi comprendre très souvent quand la Cour de la CEDEAO prend une décision qui n'arrange pas un pays, on dit vous faites de l'injonction dans le pays. Quand ça l'arrange, ce n'est pas de l'injonction, c'est le
c'est l'Union africaine, c'est la CEDEAO. Je vais prendre le cas de la Gambie avec le président Yahya Jammeh, où la CEDEAO a installé le nouveau président, le successeur de Yahya Jammeh, des successeurs de Yahya Jammeh pour faire sortir Yahya Jammeh. Est-ce que comparaison n'est pas raison? Nous sommes dans les deux cas de la position du Sénégal, où nous sommes dans deux cas juridiquement totalement différents. Oui, c'est deux cas juridiquement totalement différents, vous avez raison. Il faut distinguer le cas où la communauté de la CEDEAO prend des résolutions politiques à l'égard d'un pays en lui disant, vous violez le droit international, vous faites un coup d'État, nous sommes contre le coup d'État, donc vous devez remettre le pouvoir aux civils, ou bien on intervient, ou bien on vous fait des sanctions économiques. C'était le cas de Yahya Jammeh, et la cour de la CEDEAO, ce n'est pas la cour de justice de la CEDEAO, c'est la conférence des chefs d'État qui est vraiment politique, qui prend une résolution politique. Là, les États africains sont tenus de l'appliquer. Ce n'est pas la même chose parce que la cour de justice de la CEDEAO est l'émanation de la CEDEAO. Voilà. Et quand la cour de justice juge, prend des décisions, ces décisions, c'est exécutoire. Mais quand elle rend des décisions qui ne peuvent pas être exécutées, mais l'État membre doit même exposer à la Cour pourquoi cet État ne peut pas exécuter ces décisions. Parce que la Cour de justice de la CEDEAO, le juge communautaire, il est un juge d'intégration. Son travail, c'est de permettre l'harmonisation et l'intégration des États membres de la communauté, mais pas de faire des injonctions et de prendre des décisions qui portent atteinte à la souveraineté des États membres. Politique, nous y sommes, nous y restons au Sénégal. La modification de la carte administrative de la région de Dakar fait de Keur Massar le 46e département du Sénégal. Correction d'incohérences territoriales ou préoccupations politiciennes qui motivent ce nouveau découpage? Non, moi je crois que le Sénégal a un problème au niveau de ses acteurs politiques, c'est qu'il y a une méfiance. Et tout acte pris par le gouvernement est considéré par un acte politique ou politicien. D'abord, la nature d'un régime, c'est politique. Et vous savez ce qui s'est passé à Keur Massar, ce n'est pas hier. Quand il y a des inondations, le président de la République a pris la décision de régler le problème par la départementalisation de Keur Massar. Et je crois que les experts y travaillaient. Et peut-être ils ont fini de présenter le rapport au président de la République, et le président de la République a pris la décision de faire de Keur Massar le 46e département du Sénégal. Maintenant, je ne vois pas pourquoi à partir de là, des voix s'élèvent pour dire oui, c'est pour reporter les élections, c'est vraiment un découpage politicien. Mais un pays ne fonctionne pas comme ça. Un pays, quand il y a des problèmes qui sont posés, le président de la République qui est élu au suffrage universel. Ça a été annoncé universel, depuis les dernières inondations. Oui, il avait prévu quand même la départementalisation de Keur Massar. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Et pourquoi les gens en tirent des conséquences politiciennes, etc. Moi, je ne vois pas. Moi, je crois qu'il a tenu sa promesse. C'est le scissionnement de certains villages, de certaines villes. Oui, on ne peut pas. Dresser des dents. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Je crois que nécessairement, pour que Keur Massar soit érigé en département, il faut que certains villages, certains trucs soient effectivement pris pour qu'ils puissent faire un département. On le voit parce que le critère géographique est un critère pour ériger quand même une circonscription en département. Donc il faut aller chercher des villages pour les rattacher à la circonscription pour que cette circonscription devienne un département. Il n'y avait pas plus de priorité aujourd'hui de travailler plus sur les inondations, nous y Mais c'est ça. Plus tôt. Vous savez, que il y a des aspects financiers, il y a des aspects sociaux pour régler le problème des inondations. Ce n'est pas seulement l'argent qui règle le problème des inondations. Quand vous êtes un département, vous avez plus de moyens d'avoir des financements pour régler vos problèmes que quand vous êtes une commune ou bien quand vous êtes un village. Mais si on fait un découpage administratif aussi, il faut des financements, il faut encore de nouveaux maires, il faut encore une nouvelle administration. Mais c'est ça. C'est encore des financements. Effectivement, c'est l'émergence d'une circonscription administrative en département, mais le département est devenu plus autonome, géré par un préfet, regroupe des arrondissements, qui regroupe des communes, et qui a plus de moyens d'autonomie financière
et d'avoir des financements pour faire face à certains problèmes. C'est ça l'importance du département par rapport à la commune ou bien par rapport à l'arrondissement. Une des conséquences politiques, judiciaires que nous vivons au Sénégal, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, la tenue d'un conseil présidentiel de la jeunesse pour l'emploi. Quelles leçons tirez-vous de ce feuilleton politico-judiciaire? Donc, moi, je ne peux pas me prononcer. Je suis avocat, je ne suis pas conseiller dans cette affaire. Je crois que la justice fera son travail. Mais les conséquences, le problème de l'emploi dont vous parlez, c'est les conséquences des manifestations des jeunes. Qui sont nés de la rencontre Adji. Je ne peux pas affirmer que, franchement, ce sont des manifestations qui sont nées de l'affaire Ousmane Sonko. C'est une coïncidence. Je crois que ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Et peut-être il y a un lien, mais l'origine exactement, ce n'est pas cette affaire. C'est-à-dire, cette affaire a trouvé un lit fertile. Il ne faut pas se cacher la face. Il y avait des problèmes économiques, il y avait des problèmes sociaux qui frappaient particulièrement les jeunes. Et ils en ont profité pour manifester, pour exprimer leur ras-le-bol, pour exprimer leur colère. Et c'est pourquoi, dans son discours, le président de la République a dit « Je vous ai compris ». Et en a tiré les conséquences, a mis sur pied son plan Khayundawi. Et nous attendons beaucoup de ce plan-là. Je crois que le président de la République va revoir les structures de financement. Il a déjà mis 450 milliards en 3 ans pour l'entrepreneuriat des jeunes, pour l'emploi des jeunes. Et déjà au mois de mai, il a promis, je crois, 6,5 millions d'emplois pour les jeunes, et notamment 65 000. 65 000 emplois dans l'enseignement et pour les jeunes d'une manière générale. Et je crois qu'il faudra bien gérer ce programme-là. Il faut plus de transparence. Il faut que l'argent destiné au financement des jeunes arrive effectivement aux jeunes, mais sans distinction de parti politique, de race ou d'ethnie. Absolument, c'est là où le bas blesse très souvent. On dit sans distinction. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais on a mis beaucoup de milliards pour l'emploi des jeunes. Mais est-ce que ces milliards sont arrivés effectivement? Un nouveau départ qui vous satisfait? Croyez-vous que pour ce nouveau départ, à partir du Conseil présidentiel de la jeunesse pour l'emploi, la donne va changer? Mais c'est une exigence des populations. C'est une exigence des populations. Les populations vont veiller à ce que ce financement aille vraiment vers les jeunes qui en ont besoin et qui en ont fait la demande. Que les procédures soient simplifiées et que, parce que si ces financements arrivent effectivement entre les mains des jeunes bénéficiaires, qui sont vraiment les bénéficiaires, c'est une création d'emplois qui va quand même booster notre économie. Mais si cet argent-là va ailleurs, quelque part, les jeunes en ont... Des fois même, il y a des jeunes qui bénéficient des financements qui vont à l'étranger. Au moment... Des jeunes qui vont se marier avec cet argent-là, je crois que l'État va veiller à ce que cet argent aille vers les bénéficiaires et que les bénéficiaires emploient l'argent effectivement dans le circuit économique. Est-ce que cela rassure au moment où le président de la République himself, lui-même, lance un nouveau départ? Il est démenti par un gouverneur sur des aspects de procédure. Mais c'est ça, bon, je ne dis pas qu'il est démenti, mais j'ai dit au président de la République, et je lui ai dit d'ailleurs, que ces financements, il ne s'agit pas de débloquer de l'argent simplement pour dire que cet argent-là doit servir à financer des jeunes. Il faut suivre le circuit. Il faut de la transparence. Il faut du contrôle. Il faut que l'argent aille là où il est destiné. Et il faut le suivre, pas à pas. Mettre des personnes crédibles pour suivre effectivement la traçabilité de l'argent. Je crois que c'est ça le problème du Sénégal. On ne peut pas dire que le Sénégal n'a pas mis des moyens pour permettre aux jeunes d'avoir un emploi ou bien d'être financés pour des activités. Mais est-ce qu'il y a le suivi nécessaire? Est-ce qu'il y a la transparence nécessaire? C'est ça le problème. Et je crois que le président l'a bien compris. Et cette fois-ci, il va y veiller. Vous suivez, vous qui nous prenez en cours, l'émission cette semaine sur Africa 7 Radio et Télévision synchronisée. Africa 7 90.7 reçoit aujourd'hui Maître Ousmane Seye, avocat à la Cour du président de la République. Nous restons. Il annonce des réformes allant dans le cadre d'une réglementation des réseaux sociaux. N'est-ce pas des menaces qui violent la liberté d'expression si certains ou ces restrictions seront appliquées au Sénégal? Mais il faut qu'on soit d'accord.
sur la liberté d'expression. La liberté d'expression, cela ne veut pas dire ce que l'on veut, où l'on veut et quand on veut. Au contraire, moi, je crois que la liberté d'expression est garantie par la Constitution sous réserve des lois. Quand la Constitution annonce un principe, ce principe est appliqué par des lois. Et il y a, vous connaissez bien l'adage qui dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il y a la vie privée des personnes qu'il faut sauvegarder. Il y a des expressions insultantes, outrageantes, qui portent atteinte à l'honneur des citoyens. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a plein d'injures. Il y a des affirmations gratuites, dénuées de tout fondement. Les gens règlent leurs problèmes personnels à travers les réseaux sociaux. C'est inacceptable. Je crois qu'il faut légiférer, réglementer les réseaux sociaux pour que les informations qui passent dans les réseaux sociaux soient des informations saines et fondées. Et je crois que le président de la République a bien raison de s'inquiéter de l'évolution des réseaux sociaux. Et si on y prend garde, ce sera le désordre total. En quoi faisant par des restrictions? Mais en légiférant, en encadrant les réseaux sociaux. Vous allez dans des pays comme Dubaï ou bien la Chine, mais les réseaux sociaux ne sont pas à la disposition de n'importe qui. Même, il ne faut pas comparer dans ce sens le Sénégal ou Dubaï ou la Chine. Moi, je crois qu'un État doit être un État fort, respecter les droits des uns et des personnes, mais encadrer les droits des personnes et des biens. Il ne faut pas faire de telle sorte que chaque personne qui se lève puisse attenter à l'honneur, à la dignité de son prochain pour des problèmes de règlement personnel. Ce n'est pas possible. Covid-19 nous bloque un nouveau départ pour tout le monde. Oui, non seulement la Covid-19 nous bloque, mais nous éduque. Nous éduque pour l'avenir. Moi, je crois que la Covid-19, c'est une pandémie, c'est un malheur, c'est un drame, mais il y a quelques aspects positifs. Ça nous permet de régler le problème de notre souveraineté sanitaire, de notre souveraineté alimentaire. Parce que même les pays développés se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas indépendants sur le plan sanitaire. Vous avez assisté à tous ces problèmes-là de marché de masques et tout ça, où il y avait une concurrence inouïe entre les différents pays développés. Et nous assistons aujourd'hui à un problème de discrimination en ce qui concerne même les vaccins anti-Covid. Et je crois que la Covid aujourd'hui nous permet de penser à nous-mêmes, de permettre à nos pays de travailler pour avoir une souveraineté sur le plan alimentaire, sur le plan sécuritaire et sur le plan sanitaire. Et pour cela, je crois que la Covid-19, je ne dis pas c'est la bienvenue, mais nous apprend beaucoup de choses. Les différents systèmes central, syndical, du moins de santé, demandent encore de réviser notre plateforme médicale quand on constate par ailleurs certains faits que nous ne souhaitions pas. Je veux nommer le cas de Linguère, l'incendie de l'hôpital Magatte Lô. Oui. Négligence administrative, volonté divine ou préméditation, selon vous? Mais oui, moi je crois que dans un État, le pouvoir qui distille les responsabilités doit récompenser les méritants et sanctionner ceux qui commettent des fautes. Au Sénégal, je crois que, encore une fois de plus, il n'y a pas assez de sanctions pour les fautifs et on ne récompense pas assez aussi ceux qui le méritent. Et quand on demande quand même le relèvement de notre plateau sanitaire, je crois que moi je suis parfaitement d'accord. Vous savez, il y a des primautés dans un État, surtout dans des États comme le Sénégal, qui est un État quand même sous-développé. Je crois que la primauté pour l'État sénégalais aujourd'hui, c'est l'éducation, c'est la santé et c'est l'habitat, le social. Il faut vraiment faire de telle sorte que l'essentiel du budget soit orienté vers la formation, l'éducation et la santé. Et nous constatons que l'État est en train de faire des réformes, des efforts pour relever le plateau sanitaire depuis l'avènement de la Covid-19. Et aujourd'hui, sur le problème de l'emploi qui s'est posé,
Si vous écoutez bien le discours du président de la République, il met l'accent sur la formation professionnelle. C'est bien d'avoir des universités pour l'enseignement général, mais je crois que notre pays a besoin des gens professionnellement qualifiables pour avoir un emploi. On n'a pas d'électricien professionnel, on n'a pas de maçon professionnel. Il y a beaucoup de choses. Notre agriculture, on n'a pas des paysans, l'agriculture n'est pas encore modernisée. Et je crois qu'il faut commencer par là, par quand même faire de cette sorte qu'il y ait une petite industrialisation. C'est avec ça qu'on va arriver à la grande industrialisation, parce qu'un pays ne peut pas se développer sans industrialisation. On ne peut pas parler en avocat sans parler du cas Madiambal Diagne Téliko. Vous faites de la solidarité, vous les avocats, pour ne pas défendre Madiambal Diagne, dit-on qu'il a du mal à trouver un avocat pour le défendre face aux accusations, à la plainte de Téliko. Je crois que quelque part, c'est vrai que j'ai entendu, on m'a dit d'ailleurs par une voix autorisée, que Madiambal Diagne peine à trouver un avocat. Vous savez, les avocats, ils ont une mission d'ordre public, mais quand même, c'est une profession libérale. Et un avocat, il défend une cause selon sa conscience. Personne ne peut l'imposer à défendre une cause qu'il n'épouse pas, sauf si le bâtonnier, quand même, prend la responsabilité de désigner d'office un avocat. Et souvent, il le fait. Le bâtonnier désigne un avocat à l'absence. Non, oui, le bâtonnier en cas de crime, par exemple, quand la personne poursuit, parce qu'en cas de crime, vous ne pouvez pas être jugé sans avocat. Et dans ces cas-là, le bâtonnier, si la personne poursuivie pour crime n'a pas d'avocat, le bâtonnier est obligé de désigner d'office un avocat pour que cet avocat le défende. Mais le cas de Madiambal Diagne ne dépend pas d'un crime, c'est un délit. Et si les avocats refusent de le défendre, peut-être ils ont leur raison. Mais personne ne peut les contraindre à personne si vous avez sollicité aujourd'hui, vous allez prendre votre robe et défendre Madiambal? Vous savez, moi j'ai déjà défendu Téliko. J'ai déjà défendu l'Union des magistrats à travers un de leurs membres. C'est moi qui défends le juge Ngor Diop. Je considère qu'il a été muté irrégulièrement et saisi la Cour suprême avec un groupe d'avocats. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas défendre Madiambal Diagne, parce que je ne peux pas défendre aujourd'hui Téliko et me retourner demain défendre contre lui. Ce n'est pas possible. Donc pour mon cas, c'est exclu. Mais en tant qu'avocat, je ne souhaite pas qu'un justiciable soit attrait devant la justice sans pouvoir avoir un avocat. Ce serait faillir à leur mission aux avocats? Oui, bien sûr, parce que la défense doit être universelle et toute cause mérite d'être défendue par un avocat. Homme politique, vous êtes aussi homme de droit, vous faites partie de la coalition Benno Bokk Yakaar. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas dans votre coalition? On voit des militants, des membres de la coalition, membres de la première heure, fustigent le fonctionnement de la coalition. Non, écoutez, il faut faire la différence entre ceux qui parlent pour leurs intérêts personnels et ceux qui parlent pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt général. Toujours pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Oui, vous savez, la coalition Benno Bokk Yakaar est une grande coalition qui regroupe plus de 165 partis, et qui a une longévité qu'aucune coalition n'a eue au Sénégal. D'abord, là, c'est une prouesse. La coalition Benno Bokk Yakaar a remporté toutes les élections qu'elle a faites ici au Sénégal. C'est aussi une prouesse. Et rien n'est parfait. Je ne peux pas aujourd'hui venir dire que la composition, le fonctionnement de la coalition Benno Bokk Yakaar est parfait. Mais je crois que c'est acceptable. Et il y a des frustrés au niveau de la coalition, parce que quand même la coalition ne peut pas satisfaire les desiderata, mais de tous les alliés et même des membres de l'APR, parce qu'ils sont nombreux. Alors, or, le président de la République aujourd'hui, c'est le président de l'APR, c'est le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais avant tout, c'est le président de tous les Sénégalais. Donc, en prenant des actes, il doit penser à tous les Sénégalais et non en tant que président de la République. Il ne pense à la coalition Benno Bokk Yakaar que pour des affaires politiques. Mais il gère l'État d'abord. Ne parle pas pour l'intérêt de la coalition. Beaucoup parlent, mais pas dans l'intérêt de la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que dans la coalition, il nous faut deux choses, la solidarité et l'unité.
Sans la solidarité et l'unité, ne serait-il pas aussi bon d'avoir des gens qui dénoncent quand ils voient qu'il y a quelques manquements, qu'il y a des incorrections? S'il y a des manquements qui portent atteinte au bon fonctionnement de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est normal que ces manquements soient dénoncés et corrigés. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais vous ne pouvez pas élever la voix parce que simplement vous n'avez pas accédé à certaines fonctions, dont vous n'avez sûrement pas la capacité ni les compétences, ou bien vous avez des intérêts personnels, ou bien vous avez des intérêts matériels. Je crois que la politique n'est pas une profession. Moi, c'est toujours, en tout cas, le slogan de mon parti. On ne peut pas faire de la politique une profession. On ne peut pas se fonder sur la politique pour régler vos problèmes quotidiens, pour régler tous vos problèmes. La politique, c'est du patriotisme. C'est-à-dire, à un certain moment donné, vous vous dites, ce pays m'a tout donné, j'ai le droit de lui donner quelque chose. Et c'est sur la base du patriotisme, sur la base, parce que la politique doit être un sacerdoce. Vous êtes au service de la population. Mais la politique ne doit pas simplement être des privilèges et des avantages. Vous devez être au service des autres. C'est ça la politique. Il y a des personnes qui maintenant se servent de la politique pour leurs intérêts personnels. Ce sont des professionnels de la politique. Et je crois qu'il faut une autre vision de la politique, une autre démarche du politique. C'est pourquoi d'ailleurs, on est en train de discréditer un peu les hommes politiques. Or, moi, je sais que la politique est noble. Il y a des hommes aussi politiques de l'opposition et du pouvoir qui vraiment sont des nobles, des gentlemen qui font la politique parce qu'ils sont au service de la population. Par contre, il y a des personnes qui veulent se servir de la politique et ça, je crois que ça ne doit pas être. Certains d'entre vous voient une menace par l'arrivée d'Idrissa Seck dans la coalition ou une coalition parallèle? Non, une coalition comme la coalition Benno Bokk Yakaar qui a été rejointe par un homme politique d'une dimension d'Idrissa Seck, cette coalition doit s'en réjouir. Pour aller aux élections, par exemple, il ne faut pas de la soustraction, il faut de l'addition. Je crois que des partis comme le PDS et comme le PS en ont fait l'expérience. Aujourd'hui, le président de la République, Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, travaille pour l'élargissement et l'ouverture de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, quand on a dans cette coalition un homme politique de dimension d'Idrissa Seck, ou bien un homme comme le parti de Oumar Sarr, mais on doit s'en réjouir. C'est une ouverture, c'est un engagement si on travaille tous pour l'intérêt du Sénégal. Je crois que moi, je me réjouis de cette ouverture vers d'autres hommes politiques, d'autres partis politiques qui étaient hier dans l'opposition et qui ont rejoint la coalition Benno Bokk Yakaar. Toutes les coalitions qui sont là voulaient avoir Idrissa Seck à leur sein. Toutes les coalitions. Et pourquoi il faut féliciter quand même Idrissa Seck. Il faut féliciter la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est très rassurant à la veille d'élection d'avoir comme partenaire un parti politique comme le Rewmi. Coordonnateur du mouvement citoyen Alliance Bleue, je le rappelle, vous l'aviez créé quand vous étiez allié du président de la République, Maître Abdoulaye Wade, contre qui vous aviez suggéré, ou contre sa volonté, de ne pas briguer un troisième mandat. Êtes-vous dans les mêmes positions? Non, moi ma position en ce qui concerne le troisième mandat d'Abdoulaye Wade. Je veux parler du président, je veux venir sur le supposé troisième mandat du président Macky Sall. Oui. Êtes-vous dans cette même position quand vous étiez allié au président Abdoulaye Wade? Vous avez suggéré à Abdoulaye Wade de ne pas être candidat à un troisième mandat. Non, c'est le contraire. Moi, j'avais suggéré à Abdoulaye Wade, j'avais dit qu'Abdoulaye Wade avait bel et bien le droit de briguer un autre mandat, que je n'appelais pas troisième mandat, mais que j'appelais deuxième mandat, à cause de la nouvelle constitution et des dispositions transitoires de cette disposition. Et lui suggérait qu'après 11 ans qu'il ne devait pas s'entêter à... Non, attendez, d'ailleurs l'avenir m'a donné raison. Tous les juristes sérieux qui avaient dit qu'Abdoulaye Wade n'avait pas le droit de faire un autre mandat m'ont rejoint aujourd'hui en disant qu'Abdoulaye Wade avait raison de faire un autre mandat. Mais ma position était celle-ci. Sur le plan politique, Abdoulaye Wade pouvait renoncer à ce mandat-là parce qu'il avait pris de l'âge et il avait fait beaucoup pour le Sénégal. L'autre position que j'avais, c'était que ce n'est pas la peine de s'opposer
à la volonté du président Abdoulaye Wade de briguer un autre mandat, parce que dans tous les cas, ce sont les électeurs, les populations sénégalaises qui élisent ou qui n'élisent pas. Parce qu'en réalité, vous pouvez dire « je veux faire un mandat », mais en réalité, celui qui valide votre mandat, ce n'est pas le Conseil constitutionnel ou autre, hein, c'est le peuple sénégalais. La preuve, Abdoulaye Wade, on lui a permis de faire un autre mandat. Il est venu, il a été battu par les élections parce que les populations lui ont montré que nous ne voulons plus vous donner un mandat. Donc le problème fondamental, c'est le problème même de la limitation des mandats peut-être qui se pose. Parce qu'en réalité, des fois, vous voulez faire un mandat, les populations s'y opposent. Des fois, vous voulez renoncer à votre mandat, les populations vous reconduisent. Donc il faut laisser, en définitive, aux populations le choix. Quand vous avez un fichier électoral fiable, comme celui du Sénégal, quand vous avez un système électoral comme celui du Sénégal, où l'État organise, j'ai entendu d'ailleurs un homme politique tout ce matin qui dit qu'il faut confier le fichier électoral à la société civile du Sénégal. J'ai souri parce que je me dis quel est l'État sérieux qui va prendre son fichier électoral avec ses données et tout, ses données personnelles, les données électorales, et confier ça à la société civile. Mais quand on fait appel à des étrangers je crois que pour auditer si l'opposition le fait, oui, ou qu'on permet des étrangers, entre guillemets, oui. des missionnaires internationaux à venir contrôler ou auditer le fichier électoral, on pourrait faire confiance aussi à notre société civile pour lui... C'est pas la même chose. L'audit est purement technique. Hein? Vous savez, l'audit du fichier a été fait par un biomètre, un démographe, un informaticien et un juriste. Et ils ne vont pas accéder aux données personnelles, mais ils vont simplement accéder au fichier électoral qui est géré par la DAF. Ce n'est pas la même chose que de déloger, parce que les auditeurs, ce n'est pas eux qui inscrivent les électeurs, ce ne sont pas eux qui modifient les inscriptions, ce n'est pas eux qui radient. Ce n'est pas leur mission. Or, le fichier électoral, c'est un fichier dont l'administration est maître, c'est l'administration, les commissions administratives dans lesquelles siègent quand même l'opposition, tous les représentants des partis politiques, contrôlés par la Sénat, qui procèdent aux inscriptions, qui procèdent aux radiations et qui procèdent aux modifications le temps venu. Ce n'est pas la même chose avec pour auditer un fichier. Donc moi, je crois qu'un État sérieux ne peut pas déloger son fichier du ministère de l'Intérieur et confier ça à la société civile. Parce que la société civile aussi, il y a une société civile politique, hein, beaucoup plus politique même que les partis politiques. Ça, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Et c'est la vérité. Le président de la République, Macky Sall, est-il dans son deuxième et dernier mandat? Ça, je ne peux pas vous répondre comme ça. Je crois que moi, aujourd'hui, je ne pense pas au mandat du président de la République. Je pense plutôt à son programme. On vous interdit d'en parler? Peut-être. Bon, si on nous demande de ne pas parler parce que ce n'est pas le moment opportun, par discipline de parti, parce que j'appartiens à un parti, j'appartiens à une coalition qui a un leader, qui a des organes. Si les organes estiment que c'est prématuré d'en parler, moi, je n'en parle pas, parce que je suis un militant indiscipliné, si vous voulez entendre ça. Est-ce que ce n'est pas aussi, comme on le dit certains, de ne pas amorcer une bombe aujourd'hui, attendre le temps pour dire oui, on le savait, pourquoi vous n'aviez pas parlé? Vous faites partie des gens que les Sénégalais écoutent. Oui. Quand il s'agissait d'Abdoulaye Wade, vous avez fait une sortie, Oui. même si c'était mitigé, vous avez donné des conseils, Oui. vous avez donné votre position en tant que juriste. Oui, parce Je n'interroge pas le militant de votre formation, je n'interroge pas le membre de la coalition non plus, mais l'homme du droit. c'est ça. Qui maîtrise la constitution sénégalaise. Oui. Est-ce que, selon la constitution sénégalaise, Maître Ousmane Seye peut nous dire si aujourd'hui Macky Sall est dans son deuxième ou dernier mandat? Je ne peux pas vous le dire parce que quand je parlais du mandat du président Abdoulaye Wade, c'était le moment opportun. On en parlait, tout le monde en parlait. Mais aujourd'hui, on juge que c'est prématuré de parler du mandat du président de la République, qu'on a des exigences, des priorités. Et pour moi, ce n'est pas le moment opportun. Le moment opportun, j'en parlerai comme tous les autres. Tout ce que je peux dire, c'est vous rappeler les dispositions de la Constitution. Le mandat du président de la République est de 5 ans.
il est renouvelable une fois. Guy Marius Sagna. Nul n'a le droit de faire 2 mandats consécutifs. Voilà ce que dit la Constitution. Ce que dit la Constitution. Voilà. Guy Marius Sagna, un citoyen sénégalais qui observe, qui a le droit de regard sur certains fonctionnements, et aujourd'hui menacé, parfois le cas dernièrement de Nianing. Selon vous, est-ce qu'il a une position politique ou quelqu'un qui devrait être encouragé à... Non, ça me permet de dire aujourd'hui, Alun, j'ai constaté que la politique actuelle au Sénégal est faite de violence, de menaces, d'injures. Je suis catégoriquement contre la violence. Absolument. Contre les injures, d'où qu'elles viennent. Si Guy Marius Sagna a été menacé, a été agressé, parce que il fait, je ne sais pas, de la politique, c'est son droit le plus absolu, c'est un activiste, c'est son droit le plus absolu, je suis contre ces menaces, je suis contre ces agressions. La politique, ce n'est pas la menace. La politique, ce n'est pas la violence. Être républicain, c'est se plier à la démocratie. Le pouvoir ne se conquiert pas par la rue, mais par les urnes. Je condamne toute forme de violence, notamment les événements qui se sont passés récemment. Si Guy Marius ou un autre aujourd'hui, quel que soit le parti politique auquel il appartient, ou bien s'il est activiste autre, il faut quand même le laisser jouir de sa liberté d'expression, de sa liberté de se déplacer, et de lui répondre par des arguments politiques, et non pas par des menaces ou par la violence. Je crois qu'il faut que tous les acteurs politiques, la société civile, toutes les populations se lèvent comme un seul homme et barrent la route à toute forme de violence, à toute forme d'agression. Et c'est ça, il y va de l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, on court un danger. Le Sénégal est devenu un pays pétrolier et gazier. Le terrorisme est à nos portes. Et ce qui fait la fertilité du terrorisme et du djihadisme, c'est la violence. Donc il faut qu'on évite la violence. Et tous ceux qui sont là, qui sont commandités par les forces obscures, il faut les démasquer, les dénoncer et les combattre. Nous voulons un pays démocratique où la dévolution du pouvoir se fait par la voie démocratique et dans la paix et la tranquillité. Maguette Sène, frappé d'une plainte par frappe. Bon, c'est possible, parce que peut-être ils ont leurs arguments pour fermer, mais Maguette Sène aussi peut se défendre. C'est ça la justice. Vous pouvez porter plainte contre quelqu'un, et la justice va trancher, mais une fois que la justice tranche et ne vous donne pas raison, cette personne peut se retourner contre vous pour dénonciation calomnieuse. Vous êtes aussi vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Exact. Quelle est votre position par rapport à l'actualité aujourd'hui? Vous êtes un organe consultatif, mais quel est le rôle réel du Conseil, du Haut Conseil des collectivités territoriales? Nous faisons un travail extrêmement important, mais ce travail est destiné au président de la République. Vous l'avez dit, nous sommes un organe consultatif. Nous faisons des recommandations et des rapports sur autosaisine ou sur demande du président de la République à toutes les questions relatives à la décentralisation. Et l'actualité surtout, c'est aujourd'hui. Ah oui, nous avons fait une étude sur le statut des villes, et particulièrement la ville de Dakar. Et nous avons demandé à changer le statut de Dakar pour qu'il soit une circonscription administrative, parce que Dakar n'a pas de territoire et ne peut pas être une personne morale de droit public, c'est-à-dire une commune. Et nous avons avancé beaucoup d'arguments sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan financier, et nous avons fait une étude franchement très fouillée sur cette question. Aujourd'hui, sur Keur-Massar, je crois que nous allons aborder cette question en session. Et nous avons abordé des questions relatives aux collectivités territoriales, le statut, comment faire pour que ces collectivités doivent être attractives. Et nous avons fait des études sur l'impôt local, sur le personnel local,
Nous avons vraiment fait de grands thèmes, nous avons développé de grands thèmes dans nos différentes sessions, avec à notre tête effectivement une présidente qui est une femme de terrain, qui est très ouverte, qui est très démocratique, et le Haut Conseil territorial fonctionne d'une manière très aisée, je vous le dis, et puis franchement, il faudra faire un tour là-bas pour voir ce qui se passe. Dernière question. Vous disiez à l'époque que vous avez sauvé le Sénégal. Oui. Je veux parler, vous refusez de parler du protocole de Rebeuss. Oui. Idrissa Seck, ancien gladiateur, opposant de Macky Sall aujourd'hui, se retrouve en Mburok Sow avec Macky Sall. Vous l'avez dit tantôt, beaucoup de coalitions aimeraient avoir Rewmi ou Idrissa Seck à ses côtés. Oui, bien sûr. Exactement en quoi avez-vous sauvé le Sénégal? Par quelle occasion? En faisant quoi? Vous savez qu'il y avait un contentieux entre le président Abdoulaye Wade, qui est président de la République, et de Seck, qui était son ancien premier ministre. Les chantiers de Thiès. Des chantiers de Thiès, mais appelez-le comme vous voulez. Mais je me suis rendu compte que c'était un contentieux plutôt politique, qui échappait même à la compétence des juridictions nationales. J'ai travaillé pour ça, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai sauvé le Sénégal. Et ce n'est pas la première fois. Et vous refusez de dire qu'il y avait un protocole de Rebeuss? Oui, je ne veux pas entrer dans ces détails. Ce que je peux dire, c'est que j'ai sauvé le Sénégal. Ce n'est pas la première fois que je l'ai fait et ce ne sera pas la dernière fois. Parce que moi, je suis un homme républicain, je suis un démocrate, je travaille pour l'intérêt du pays. L'autre jour, j'étais quelque part, quelqu'un m'a dit, oui, vous avez conseillé Abdoulaye Wade, vous conseillez Macky Sall, mais c'est la preuve que je suis un républicain. C'est le Sénégal qui m'intéresse, au-delà même des divergences politiques, des divergences partisanes. Conséquence de ces œuvres d'avoir sauvé le Sénégal, qui est aujourd'hui à l'arrivée d'Idrissa Seck dans les retrouvailles de la famille libérale. Mais imaginez à l'époque qu'Idrissa Seck soit exclu définitivement du champ politique sénégalais. Est-ce qu'il continuait à porter aujourd'hui son... C'était envisagé? Je dis, imaginez-vous par exemple, parce que c'est la justice qui a été saisie, la haute cour de justice. Mais c'était un homme politique. Vous savez, la politique a ses turpitudes, hein? Et il faut être serein devant des faits politiques. Et je crois que j'ai été serein et je continue d'être serein. Merci Maître. Je rappelle que Africa 7 Radio Télévision reçoit Maître Ousmane Seye dans votre émission cette semaine. Votre dernier mot? Mon dernier mot, je vous remercie d'abord de m'avoir invité pour parler de l'actualité politique au Sénégal. Mon dernier mot, c'est un appel à l'apaisement dans ce pays, un appel à la paix et un combat sans discontinuité contre la violence, contre les injures, contre les menaces. Que le Sénégal demeure un pays de paix pour tout le monde. Merci, chers auditeurs et téléspectateurs d'Africa 7. Nous vous souhaitons un bon Ramadan, une bonne fin du mois de Ramadan, comme on dit en Wolof, baal ñu àq. Yal na Yàlla boole ñu baal. Et rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de cette semaine. Merci.